Belle au bois dormant était-il le projet le plus ambitieux de Walt ou le film Disney le plus beau des studios? En réalité, il s'agit d'un véritable échec commercial, mais qui n'est pas resté vain. Tu veux savoir quel prénom était envisagé pour Aurore dans la première version française du film? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi et active les notifications. Suite au succès de Cendrillon, Walt veut adapter d'autres contes de fées. Il souhaite désormais adapter un conte de Charles Perrault, mais également des frères Grimm. La Belle au bois dormant sera son chef-d'œuvre, le fer de lance des studios. Le travail de production débute en 1951. La première version du scénario, quant à elle, est livrée en 1952, mais elle ressemble beaucoup trop à Blanche-Neige et les Sept Nains et à Cendrillon, et du coup elle est refusée par Walt. En fait, il s'agit là d'un véritable challenge scénaristique de faire de l'inédit, de faire quelque chose de différent de Blanche-Neige et de Cendrillon. Cependant, on s'empêche pas de reprendre des concepts abandonnés d'autres films, comme par exemple la version du Prince ou la scène avec les oiseaux qui, elles, sont empruntées à Blanche-Neige. Le film se concentre sur le premier acte du conte, et il y a pas mal de différences notables, comme par exemple les fées qui sont au nombre de 3 dans le film, contrairement à la version de Charles Perrault ou des frères Grimm où elles sont 7 ou 12. La seconde version du scénario répond elle à un besoin d'une lecture plus simple, notamment entre le bien et le mal, et c'est là qu'on rajoute la scène du combat entre Maléfique en dragon et le prince Philippe. La réalisation est confiée à Liz Clark, Eric Larson et Wolfgang Reitermann sous la supervision de Clyde Geronimi. Ken Nielsen se charge des premiers concept art, mais l'on doit le style graphique et les décors à Eyvind Earle et à John Hench. Pour la première fois, les décors sont une priorité. Au niveau de l'inspiration, on se tourne vers des tapisseries et des œuvres médiévales comme les très riches heures du duc de Berry, ou encore une exposition au Cloister de New York, notamment la série La chasse à la licorne. Plus généralement, on s'inspire de peintures de la Renaissance. Ça entraîne donc un style gothique et détaillé, avec des décors qui sont peints par Frank Armitage et qui prennent 10 fois plus de temps que des décors classiques. Les équipes cherchent d'autres inspirations, avec notamment les dessins de Victor Hugo, ceux d'Eugène Viollet-le-Duc, des éléments du palais du Louvre et le château de Neuschwanstein. On a là un style très vertical, d'ailleurs c'est un challenge pour y intégrer des personnages. Mais les décors restent malgré tout très larges, grâce à un nouveau format d'image qui permet donc des décors plus fournis et plus détaillés. Le style du film est également marqué par l'absence de Mary Blair, ce qui entraîne un aspect esthétique complètement inédit. Enfin, ce qu'on peut souligner, c'est que les couleurs générales du film sont plus froides que d'habitude. Côté casting, on choisit Mary Costa pour faire la voix d'Aurore. C'est une actrice et chanteuse lyrique américaine. On fait également appel à Eleanor Audley, qui avait joué la marâtre dans Cendrillon et Madame Léota dans Haunted Mansion, pour faire la voix de Maléfique. Bill Shirley, acteur et chanteur ténor américain, est quant à lui casté pour le rôle du prince Philippe. Pour les fées, on choisit Barbara Luddy pour la voix de Pimprenelle, elle qui avait déjà fait Lady dans La Belle et le Clochard, Merle Lapin dans Robin des Bois et Grand Gourou dans Les Aventures de Winnie l'Ourson. On fait également appel à Verna Felton, qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, pour le rôle de Flora. Verna Felton avait également prêté sa voix pour la marraine la bonne fée dans Cendrillon et la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Barbara Jo Allen est quant à elle castée pour Paquerette. Enfin, on fait appel à Bill Thompson pour le roi Hubert, lui qui avait déjà assumé le rôle du lapin blanc et du dodo dans Alice au pays des merveilles et de Monsieur Mouche dans Peter Pan. La plupart des personnages sont dessinés sans bonhomie. Aurore emprunte l'élégance physique d'Audrey Hepburn, une idée de Tom Oreb. Maléfique, qui est l'antagoniste du film, possède des cornes et est associé à la couleur noire. On a là un nouveau challenge technique pour faire ressortir le personnage à l'image. On peut dire que Maléfique fait penser à un drag queen dans son style et son maquillage, un peu comme Ursula dans La Petite Sirène. Le style du dragon est pensé pour qu'il ressemble à Maléfique, mais il possède également un aspect reptilien, comme un serpent. Les sbires de Maléfique sont eux inspirés de gargouilles. Les trois fées sont les seuls personnages humains qui empruntent un style caricatural quand tous les autres personnages possèdent un style réaliste. La Belle au bois dormant est le second film produit en scope. Il s'agit d'un format d'image large, après La Belle et le Clochard. Et c'est également le dernier film à utiliser le recopiage de traits de dessin sur cellulose à la main. Ken Anderson en profite d'ailleurs pour tester pour la première fois le système Xerox. C'est une méthode qui permet de photocopier les traits de dessin à conserver. Cette nouvelle technique Xerox est utilisée en parallèle pour la production des dessins dalmatiens. On fait encore une fois appel à des références humaines pour l'animation. Helen Stanley joue le rôle d'Aurore, elle qui avait déjà fait Cendrillon et qui se charge également de Pimprenelle et d'Anita. Jen Fowler joue le rôle de Maléfique et Ed Kemmer celui du prince Philippe.
Mark Davis s'occupe de l'animation d'Aurore, mais également de Maléfique, et en parallèle d'une autre méchante, Cruella. L'animation de Maléfique est lente et figée. Sa transformation en dragon est animée par Ken Anderson, qui avait d'ailleurs travaillé sur l'animation d'un autre dragon, Elliot le Dragon. Le tout est supervisé par Wolfgang Reitermann. Le corbeau est quant à lui animé par John Lansbury et le prince Philippe par Milcal. Le duo Frank Thomas et Holly Johnston se charge de l'animation des trois fées. Mais en 1956, Walt n'est toujours pas satisfait de l'avancée de la production et demande à cadrer le budget. On passe alors à l'industrialisation de l'animation avec un certain nombre d'éléments, des personnages ou des décors par exemple, à produire par jour. Le film profite donc d'une image plus large grâce au format Super Technirama 70. On utilise également des caméras multiplanes verticales et horizontales. Les dons d'effets et le tourbillon lorsque Maléfique jette son sort dans la scène au début du film nécessitent également des effets spéciaux. La musique est un autre élément central du film avec les décors. Après plusieurs hésitations, on décide finalement d'emprunter et d'adapter le ballet de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski. George Burns s'occupe de la composition. Il a déjà travaillé sur Fantasia et possède donc l'expérience du classique. Tom Adair, Winston Nibler, Ted Sears, Erdman Penner, Sammy Fenn, Jack Lawrence et John Carrig travaillent quant à eux sur les nombreuses chansons du film. En effet, La Belle au bois dormant possède pas moins de 8 moments chantés. La sortie du film est prévue en 1955 mais est repoussée plusieurs fois à cause de différents projets, comme Disneyland, des productions télé ou marketing, ce qui entraîne l'absence de Walt. Beaucoup d'animateurs sont par ailleurs réquisitionnés pour ces projets. En 1957, Walt visionne le film mais n'est toujours pas convaincu. La Belle au bois dormant sort finalement le 29 janvier 1959 dans les salles américaines. Le film raconte l'histoire de la princesse Aurore qui se retrouve victime d'une malédiction par Maléfique la sorcière. Elle est censée se piquer le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourir. L'une des trois bonnes fées venues offrir un don à Aurore change la malédiction en transformant la mort par un long sommeil pour que la princesse soit réveillée par la suite par un prince. Par précaution, Aurore est élevée dans l'anonymat par les trois fées. Elle finit malgré tout par être retrouvée par Maléfique. Mais elle finit également par rencontrer Philippe, qu'elle ignore être prince. Aurore est donc piégée par Maléfique. Elle se pique le doigt à la pointe d'une quenouille et tombe dans un long sommeil. Le prince Philippe, enlevé par Maléfique pour l'empêcher de réveiller Aurore, parvient malgré tout à vaincre la sorcière, transformée en dragon, avec l'aide des trois bonnes fées. Il réveille par la suite la princesse. Aurore et Philippe finissent ensemble, sans savoir qu'ils étaient déjà promis l'un à l'autre par leurs parents. Ce qu'on peut évoquer dans La Belle au bois dormant, c'est que le film court après une lecture simple de ses enjeux. On a là un véritable principe manichéen. Le bien s'oppose simplement au mal, notamment à travers la scène de la bataille finale entre le prince Philippe et Maléfique en dragon. On a également des éléments comiques, avec les trois bonnes fées, la relation des deux rois, ainsi que la relation entre Philippe et son cheval Samson. Mais des éléments de la terreur sont également présents à travers le personnage antagoniste de Maléfique. Enfin, on a également la présence d'une idylle entre Aurore et Philippe. Ce sont autant d'éléments qui font la recette d'un bon Disney. Ce qui ressort également du film, c'est l'opposition de deux personnages très forts, plus forts même que le personnage principal, Maléfique et Philippe. Philippe représente une version du prince beaucoup plus développée que celle des films précédents. Il n'hésite pas par exemple à s'opposer à son père. Il possède également plus de temps à l'écran que les princes précédents, et presque autant qu'Aurore. Au-delà de ce côté inédit de la représentation du prince, Philippe finit malgré tout par sauver Aurore. Maléfique est quant à elle une méchante très forte. Elle est sombre et menaçante, elle en devient même presque sadique. Cela fait d'elle un personnage très puissant. Elle n'a pas non plus de caractère comique. Avec tous ces éléments, Maléfique est un personnage qui possède une véritable identité et un personnage très élégant, ce qui la rend très impressionnante. Enfin, ce qu'on peut souligner, c'est le soutien des animaux, qui vient en appui tout au long du film. On peut par exemple évoquer le personnage de Samson avec Philippe, qui est en réalité le véritable héros de l'affrontement final. On peut également parler du fait que les animaux de la forêt sont présents lors de la rencontre entre Aurore et Philippe. Le corbeau est quant à lui la continuité du personnage de Maléfique. Tous ces éléments permettent d'enrober l'action dans quelque chose de plus disneyifié, pour un film déjà très sérieux et très sombre tant dans le fond que dans la forme.
À sa sortie, le film est vendu comme un véritable ciné-concert. Les prix des places sont d'ailleurs plus chers que d'habitude. Disney justifie ses prix par la présence de la musique de Tchaïkovski ainsi que le format de l'image plus large avec le Super Technirama 70. En réalité, le film est survendu. Il rapporte trop peu. Pour un budget de 6 millions de dollars américains, Buena Vista annonce par la suite une perte de 900 000 dollars. Le film est malgré tout nommé aux Oscars pour la meilleure adaptation pour un film musical. La Belle au bois dormant sort en France le 16 décembre 1959. Si le film assoit la notoriété des 9 sages Disney, il entraîne malgré tout le licenciement d'animateurs de longue date pour des projets moins importants par la suite. Avec La Belle au bois dormant, Walt décide d'arrêter l'adaptation des contes de fées, ce qui mènera au succès de La Petite Sirène et au second âge d'or Disney par la suite. Grâce à ses nombreuses ressorties, La Belle au bois dormant est devenue un classique des studios Disney. La Belle au bois dormant donne lieu à de nombreux produits dérivés. On a là encore une fois la puissance de la stratégie marketing des studios Disney. Aurore est présente dans les parcs Disney du monde entier et les personnages du film sont également présents dans certaines parades. Le château de la Belle au bois dormant a inspiré celui de Disneyland en Californie ainsi que celui de Hong Kong Disneyland, mais également celui de Disneyland Paris, qui en est peut-être la version la plus fidèle, notamment à travers les concept art d'Evin Earl. Le film connaît une adaptation en prise de vue réelle avec Maléfique en 2014 et sa suite Maléfique, le pouvoir du mal en 2019. Personnellement, je trouve que Aurore est un personnage un peu effacé. Je me demande également si le film est destiné plus aux adultes ou aux enfants. La scène où Maléfique piège Aurore par exemple m'avait vraiment impressionné quand j'étais petit. Pour moi le film est à la fois très sombre, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on l'a critiqué au niveau de ses couleurs générales assez froides, mais c'est également et étonnamment l'un des plus colorés. La Belle au bois dormant est à mes yeux l'un des plus beaux Disney. Je trouve que le style classique de la musique et l'aspect peint des décors lui confèrent une dimension artistique vraiment impressionnante. La Belle au bois dormant est un Disney très particulier, tant sur le ton du film, qui est à la fois très sombre et sérieux, que sur l'esthétique. Sa sortie est un véritable tournant pour les studios, qui décident désormais de produire des films plus familiaux centrés sur des animaux, ce qui est d'ailleurs l'élément qui plaît peut-être le plus dans ce film. La Belle au bois dormant entraînera ainsi la pause sur l'adaptation des contes de fées de la part de Disney pour revenir en force avec La Petite Sirène, dont le succès engendrera le second âge d'or des studios. Abonne-toi, active les notifications et like la vidéo. Ah, et au fait, dans la première version française du film, Aurore devait s'appeler Églantine.